La pauvre paysanne fut sauvée par un inconnu, mais elle n'imaginait pas qu'il s'agissait d'un millionnaire déguisé. Et l'homme tomba éperdument amoureux. Camille Laurent vivait seule depuis maintenant plus de 6 ans, dans une vieille ferme de pierre blonde héritée de ses parents, nichée au cœur d'une vallée oubliée près d'Aix-en-Provence. Elle avait 32 ans, mais le poids des jours semblait l'avoir vieilli plus vite que ne le ferait le temps. Ses mains étaient calleuses, le regard souvent perdu dans les collines, et sa voix douce résonnait rarement entre les murs vides de la maison. La mort de ses parents dans un accident de voiture l'avait précipitée dans un silence plus profond que celui des champs au crépuscule. Depuis ce jour funeste, Camille s'acharnait à entretenir seule la terre qui avait fait vivre sa famille pendant 3 générations. Les vignes avaient été arrachées par manque de main-d'œuvre, les oliviers donnaient à peine de quoi remplir quelques flacons d'huile chaque année, et les dettes s'étaient accumulées au fil des saisons. Elle possédait encore une dizaine de brebis qu'elle menait paître chaque matin sur les collines arides. Les étés étaient devenus plus longs, plus secs, et même les bêtes semblèrent sentir que quelque chose se perdait dans cette terre qui ne chantait plus. Camille parlait parfois à ses animaux, mais la plupart du temps, elle restait muette, marchant en silence sous le soleil impitoyable ou la brume matinale. Ses journées suivaient un rythme immuable. Lever aux premières lueurs du jour, traite des brebis, réparation des clôtures, cuisine frugale et longue marche pour chercher de l'eau ou des herbes sauvages. Le soir, elle s'asseyait sur le vieux banc de bois face aux lavandes desséchées et laissait son esprit dériver, se demandant souvent combien de temps encore elle pourrait tenir. Elle ne se plaignait jamais, mais la solitude lui pesait comme un manteau trop lourd qu'on ne peut retirer même en plein été. Il n'y avait plus grand monde au village voisin. Les jeunes étaient repartis pour Marseille ou Lyon à la recherche de travail et de vie. Les anciens, ceux qui connaissaient encore le nom des fleurs et des vents, s'éteignaient un à un. La poste ne passait plus que 2 fois par semaine et le médecin ne montait qu'en cas d'urgence grave. Camille n'attendait rien, ne rêvait plus. Elle vivait simplement au jour le jour, accrochée à cette terre comme on s'accroche à un souvenir. Ses seuls instants de paix véritable lui venaient de ses longues promenades dans les collines, là où le vent soufflait sans témoin. Là, elle pouvait marcher sans but, laisser ses pensées courir devant elle, parfois jusqu'à s'imaginer ailleurs, dans une autre vie, une autre époque, un monde où elle n'aurait pas été laissée seule avec les ruines d'un passé trop lourd. Ses rêveries, bien que fugaces, étaient sa seule échappatoire. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de mauve, elle observa un orage au loin. Les éclairs déchiraient l'horizon au-dessus des collines du nord et un frisson la parcourut. Elle pressentit sans savoir pourquoi que quelque chose approchait, quelque chose de différent. Mais elle secoua la tête, chassant cette pensée comme on chasse une mouche en été. Rien ne changeait jamais ici. Rien n'arrivait jamais dans ce coin de Provence que même les cartes semblaient vouloir oublier. Pourtant, cette nuit-là, Camille ne parvint pas à dormir. Le vent se leva plus tôt que d'habitude, fouettant les volets, et la pluie commença à tomber avant minuit. Elle resta éveillée, les yeux fixés sur le plafond, écoutant les gouttes frapper la tôle comme autant de pas lointains. Un pressentiment l'envahit, non pas de peur mais d'attente, comme si l'univers, enfin, allait se souvenir qu'elle existait. La pluie tombait drue sur les toits de la vieille ferme, ruisselant le long des gouttières rouillées et formant des flaques sombres dans la cour de terre battue. Camille, emmitouflée dans un manteau épais, ouvrit la porte de la bergerie en boitant légèrement, ses bottes en caoutchouc s'enfonçant dans la boue fraîche. Une brebis manquait à l'appel. La plus vieille, celle qu'elle appelait Blanchette, une bête têtue mais fidèle, qui s'éloignait parfois du troupeau pour chercher refuge entre les arbres. Camille fronça les sourcils, lançant un regard inquiet vers les collines noircies par la tempête. Le vent s'était levé, sifflant à travers les cyprès, et elle sentit, dans le fond de son ventre, l'angoisse familière que provoquait la perte de contrôle. Elle attrapa sa lampe de poche, un vieux modèle cabossé, et s'aventura dans la nuit. Le faisceau tremblotant de la lumière dessinait des ombres déformées sur les rochers. Chaque pas était un défi. La terre molle avalait ses chaussures et la pluie lui battait le visage sans relâche. Mais elle ne pouvait pas abandonner. C'était peut-être absurde de risquer sa propre sécurité pour un animal, mais c'était ainsi que Camille fonctionnait, avec obstination jusqu'au bout. Elle appela le nom de l'animal plusieurs fois, mais seul le fracas du tonnerre lui répondit. Le terrain devenait de plus en plus glissant à mesure qu'elle montait le sentier étroit
menant à la petite clairière derrière le vieux moulin. Là, elle savait que les brebis aimaient se réfugier lorsque le vent devenait trop fort. Mais au lieu d'y trouver Blanchette, ce fut une flaque de boue traîtresse qui l'attendait. Un pas mal calculé, un cri étouffé, et soudain, elle glissa. Son pied dérapa sur une pierre humide, et son corps bascula en avant. Elle roula sur plusieurs mètres, cognant son épaule contre une souche avant de s'immobiliser dans un amas de feuilles détrempées. Pendant quelques secondes, elle resta sans bouger, les yeux fermés, le souffle court. Elle sentit une douleur sourde dans la jambe gauche, probablement foulée, et sa lampe de poche avait disparu. Le noir était total. Le tonnerre semblait désormais plus proche, et les éclairs illuminaient sporadiquement la silhouette tordue des arbres au-dessus d'elle. Camille essaya de se relever, mais une douleur aiguë la figea. Elle mordit l'intérieur de sa joue pour ne pas crier. Coincée, trempée, incapable de bouger, elle comprit que personne ne viendrait. Personne ne savait où elle était. Et alors que cette pensée glaçante s'installait en elle, des pas résonnèrent dans l'obscurité. Au début, elle crut que c'était son imagination, mais les bruits se rapprochèrent, fermes, réguliers, distincts. Puis une voix d'homme, basse, légèrement essoufflée, brisa le silence. « Vous allez bien? Vous êtes blessé ?» Elle ouvrit les yeux en grand. Une silhouette se penchait sur elle, tenant une lampe puissante. Elle ne distingua d'abord que des contours, une veste sombre détrempée, une barbe de plusieurs jours, des yeux brillants d'inquiétude. « Ne bougez pas, je vais vous aider. » Sans attendre sa réponse, l'homme s'agenouilla à ses côtés, glissa un bras sous ses épaules et la redressa lentement. Camille, bien que méfiante, se laissa faire. La douleur à la jambe était vive, mais elle sentit immédiatement qu'il savait ce qu'il faisait. Il la hissa avec précaution, la soutenant de tout son poids. « Je m'appelle Julien, juste Julien. Vous habitez par ici ?» Elle hocha la tête, encore sous le choc, incapable de formuler une phrase complète. Il l'aida à marcher, lentement, contournant les pierres, la guidant dans l'obscurité comme s'il connaissait parfaitement le terrain. Lorsqu'ils atteignirent enfin le chemin de terre menant à la ferme, Camille, haletante, murmura un remerciement à peine audible. L'homme ne répondit pas, mais elle sentit dans sa main une fermeté rassurante. Arrivée sous l'auvent, elle prit appui contre le mur, essuyant d'un revers de manche l'eau qui coulait sur son visage. « Vous devriez entrer, vous sécher, » dit-il calmement. Elle hésita. L'intrusion d'un inconnu dans son espace l'inquiétait, mais il l'avait secourue. Elle n'aurait probablement pas pu remonter seule jusqu'à la maison. « Entrez, un instant, » dit-elle finalement. Il s'essuya sommairement les pieds et la suivit. L'intérieur était modeste, mais propre. Une odeur de bois humide flottait dans l'air. Camille s'assit sur une chaise près du poêle, tandis que Julien, debout, observait les murs comme s'il lisait une histoire dans chaque fissure. « Merci, Julien, » dit-elle, rompant le silence. « Je m'appelle Camille. Cette ferme est à moi. » Il hocha la tête puis baissa les yeux vers ses propres chaussures couvertes de boue. « Je suis désolé pour l'intrusion. Je ne fais que passer. Je dormais dans ma voiture, un peu plus loin, quand j'ai entendu votre voix. J'ai suivi les appels. Vous auriez pu vous faire très mal. » Elle ne répondit pas. Quelque chose dans sa façon de parler la dérangeait. Pas de l'arrogance, non. Plutôt une retenue étrange comme s'il dissimulait quelque chose. Pourtant, elle n'avait pas la force de questionner. Il ne resta que quelques minutes. Refusa un café. Il posa doucement la lampe de poche récupérée sur la table, puis avant de partir, ajouta simplement « Faites attention à vous, Camille. Cette région est belle, mais elle ne pardonne pas toujours. » Puis il s'éloigna sous la pluie et elle referma la porte sans bruit. Elle resta un moment immobile, la main posée sur le bois, écoutant les gouttes s'écraser sur les carreaux. Elle se dit que jamais elle ne le reverrait, que cet homme n'était qu'un passant, une silhouette dans la nuit. Mais elle ne put s'empêcher de repenser à son regard. Ce n'était pas de la pitié qu'il avait montré, c'était autre chose, une intensité étrange, comme s'il avait reconnu en elle quelque chose qu'elle-même avait oublié depuis longtemps. Et au fond d'elle, une certitude s'imposa, silencieuse. Ce soir-là, quelque chose avait changé. Le lendemain matin, Camille se réveilla plus tard qu'à l'accoutumée. Sa jambe la lançait encore légèrement, mais elle pouvait poser le pied au sol sans trop de douleur. La veille, après le départ de Julien, elle avait pansé sa cheville avec une bande de tissu, bu une infusion tiède et s'était endormie sans s'en rendre compte. Le souvenir de cette nuit agitée
de la chute de l'homme sorti de nulle part, restait floue, comme une scène lointaine observée à travers une vitre embuée. Pourtant, son corps en portait les traces. Des bleus sur le côté, une coupure sur la main droite et cette fatigue sourde qui persistait. Elle sortit sur le perron, un bol de café à la main, et laissa son regard se perdre sur les collines encore humides. Le ciel avait repris sa teinte pâle d'automne, les nuages se dispersaient lentement, et une légère brume s'élevait des champs détrempés. Rien ne bougeait, sinon quelques oiseaux s'ébrouant dans les haies. Elle s'apprêtait à aller vérifier la bergerie quand un mouvement attira son attention près du vieux portail. Julien était là, une pelle sur l'épaule, un sac posé à ses pieds. Il portait une chemise simple, les manches retroussées et un pantalon taché de terre. Lorsqu'il la vit, il leva une main en guise de salut, sans sourire, mais avec une neutralité polie. « Bonjour », dit-il simplement. « Je me suis permis de repasser. J'ai vu que la clôture près du ruisseau est à moitié tombée. Je peux la réparer si vous voulez. » Camille resta un instant interdite. Elle n'avait pas prévu de revoir cet homme. Elle ne lui avait rien promis. Et pourtant, il se tenait là, comme s'il faisait déjà partie du décor, comme s'il avait toujours été là. Elle sentit d'abord une méfiance naturelle monter en elle, mais elle la contint. Les réparations s'accumulaient depuis des mois, et elle ne pouvait se permettre de refuser de l'aide, même venant d'un inconnu. « Vous êtes quoi, exactement ? Bricoleur, voyageur ou un peu des deux ?» demanda-t-elle en s'approchant lentement. « Je suis en transition, » répondit-il après une hésitation. « J'ai quitté mon travail il y a quelques semaines. Je parcours la région à pied, à la recherche d'un endroit calme et d'un peu de travail manuel. Ça me fait du bien. » Elle plissa les yeux, peu convaincue par cette réponse vague, mais choisit de ne pas insister. Il ne semblait pas menaçant, et ses gestes étaient calmes, mesurés. Elle ouvrit le portail sans dire un mot, lui fit un signe de tête et retourna vers la maison. Ce jour-là, Julien travailla sans relâche. Il redressa la clôture enfoncée, remplaça des piquets pourris, ramassa les branches tombées avec la tempête et dégagea l'entrée de la grange obstruée par des débris. Camille l'observait de loin, entre deux tâches, intriguée par son efficacité. Il ne demandait rien, ne parlait presque pas et semblait comprendre instinctivement ce qui devait être fait. À midi, elle lui apporta une assiette de légumes tièdes et du pain sec. Il la remercia simplement et mangea assis sur une pierre, le dos tourné à la maison. Les jours suivants, il revint, toujours avec la même discrétion, toujours avec la même endurance. Il réparait les outils rouillés, réorganisait les réserves, vérifiait l'état du toit sans qu'on le lui demande. Camille, d'abord sur ses gardes, commença à accepter sa présence comme un fait. Il ne posait pas de questions, ne cherchait pas à entrer dans sa vie, se contentait d'aider. Pourtant, chaque soir, lorsqu'elle fermait la porte derrière lui, une sensation étrange l'habitait, un mélange de soulagement et de trouble. Une semaine après son arrivée, ils partagèrent leur premier vrai repas ensemble. Camille avait préparé une soupe consistante et comme la pluie tombait à nouveau, elle lui proposa de manger à l'intérieur. Julien s'installa face à elle, les mains jointes sur ses genoux, observant les flammes du poêle. « Vous semblez vous y connaître, » dit-elle en servant la soupe. « Vous avez déjà travaillé dans une ferme ?» Il sourit, enfin. « Mon grand-père avait une exploitation dans le Nord. J'y ai passé tous mes étés étant gamin. Plus tard, j'ai tout laissé derrière. Études, boulot, la ville. Mais parfois, on revient là où les choses ont du sens. » Camille hocha la tête. Elle comprenait ce sentiment, même si elle n'avait jamais eu le choix de partir. Elle observa ses mains calleuses mais propres et se demanda une fois de plus qui il était vraiment. Quelqu'un d'ordinaire ne parle pas comme ça, ne travaille pas comme ça, ne disparaît pas du monde puis réapparaît au hasard d'un champ. Et maintenant, vous comptez rester dans le coin? Je ne fais pas de plan. Je m'arrête quand je trouve un endroit où je peux respirer. Elle ne répondit pas. Le silence s'installa mais il n'était pas pesant. La pluie martelait le toit, le feu crépitait doucement, et pendant un instant, Camille se sentit presque paisible. Elle surprit son regard, posé sur elle, attentif, mais sans insistance, comme s'il cherchait à lire en elle, sans jamais franchir la limite. Les jours continuèrent ainsi. Julien venait chaque matin, réparait, nettoyait, aidait aux tâches que Camille peinait à accomplir seule. Il ne parlait jamais de son passé, et elle, peu à peu, cessa de poser des questions. Elle appréciait sa présence, même si elle ne voulait pas l'admettre. Il y avait quelque chose de stable en lui, une forme de retenue
qui apaisait son esprit fatigué. Un soir, alors qu'ils chargèrent du bois ensemble, elle lui demanda presque sans réfléchir « Pourquoi vous faites tout ça? Vous ne demandez rien, vous ne vous plaignez pas, vous ne vous imposez pas. C'est rare. » Il s'arrêta, essuya la sueur sur son front et répondit simplement « Parce que ça me fait du bien, parce que ça me donne l'impression d'être utile, et parce que, pour une fois, je n'attends rien en retour. » Camille baissa les yeux, troublée. Elle voulait croire en ces mots, mais une partie d'elle restait prudente. Les gens comme Julien ne surgissent pas de nulle part sans raison. Pourtant, chaque jour passé à ses côtés érodait un peu plus cette méfiance tenace. Elle ne savait pas encore d'où il venait, ni ce qu'il fuyait, mais elle pressentait que Julien portait un passé bien plus lourd que ce qu'il laissait paraître. Le vent balayait les hauteurs de la vallée avec une fureur inhabituelle, transportant des feuilles mortes qui tourbillonnaient contre les murs de pierre de la ferme. À l'intérieur, Camille terminait de trier les comptes de la propriété, installée à la table de la cuisine. Les vieux classeurs remplis de factures et de documents administratifs s'étaient empilés à ses côtés. Cela faisait 2 heures qu'elle tentait, tant bien que mal, de comprendre les montants dus, les échéances reportées, les taux d'intérêt accumulés. Elle avait repoussé ce moment aussi longtemps que possible, mais la lettre reçue ce matin l'avait forcée à affronter une réalité qu'elle n'osait plus nier. Le courrier venait de la mairie d'Aix-en-Provence. Sur le papier à en-tête officiel, les mots étaient clairs, secs, définitifs. La ferme familiale allait être mise en vente aux enchères dans un délai de 3 mois si la dette fiscale accumulée n'était pas réglée d'ici là. Le montant exact n'était pas précisé dans le courrier, mais Camille savait qu'il dépassait largement ce qu'elle pouvait rassembler seule. Elle posa le papier à plat devant elle, les mains tremblantes, et se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Le cœur lourd, elle se leva, s'approcha de la fenêtre et fixa les collines sans vraiment les voir. Julien entra sans frapper, comme il le faisait depuis quelques jours, les bras chargés de bois de chauffage. Il s'arrêta net en voyant l'expression figée de Camille. Son regard passa rapidement de son visage pâle au document encore posé sur la table. Il s'approcha, déposa le bois contre le mur et demanda calmement « Quelque chose ne va pas ?» Camille hésita. Elle n'aimait pas partager ses faiblesses, encore moins ses problèmes financiers. Pendant des années, elle avait tenu bon, malgré les mauvaises récoltes, les aides qui n'arrivaient jamais, les frais imprévus. Elle avait appris à serrer les dents, à cacher les lettres urgentes, à faire durer l'essence dans la vieille camionnette. Mais ce jour-là, elle sentit qu'elle n'avait plus la force de mentir. « La ferme va être saisie », dit-elle sans le regarder. « 3 mois. C'est le délai qu'ils m'ont donné. Après, elle sera vendue au plus offrant. » Julien ne dit rien pendant quelques secondes. Il s'assit en face d'elle, prit la lettre et la lut attentivement. Son visage resta impassible, mais elle sentit que quelque chose avait changé dans son regard. « Tu as une idée du montant total ? Plus de 15 000 €, entre les arriérés d'impôts, les pénalités, les frais juridiques. » Il resta silencieux, les mains croisées. Puis, d'une voix posée, il dit « Je peux t'aider. » Elle releva brusquement la tête. Un éclat dur traversa son regard. Elle secoua la tête avant même qu'il ait terminé sa phrase. « Non, je n'accepte pas d'argent, pas de cadeau, pas de pitié. Ce n'est pas une œuvre de charité ici. »« Ce n'est pas ce que je propose, » répondit-il aussitôt. « Je te propose un prêt, sans intérêt. Tu me rembourses quand tu pourras. Pas de contrat, juste de la confiance. » Camille se leva d'un bond, visiblement contrarié. « Justement, de la confiance. Tu crois que je peux faire confiance à un homme qui est arrivé ici de nulle part, qui ne dit presque rien sur lui et qui maintenant me propose de régler mes dettes? Pourquoi tu fais tout ça, hein? Pourquoi tu restes ici? Qu'est-ce que tu veux, au fond ?» Julien resta calme, même devant la colère manifeste de Camille. Il la regarda droit dans les yeux, puis répondit sans hausser le ton. « Je ne veux rien. Je t'aide parce que je le peux, et parce que tu le mérites. Tu ne me connais pas, cria-t-elle, tu ne sais rien de moi. C'est faux. Je sais que tu travailles comme 10 hommes pour sauver ce lieu. Je sais que tu ne baisses pas les bras, même quand tu devrais. Je sais que tu vis seul depuis trop longtemps. Et je sais que cette ferme est ta vie. » Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait admis. Elle détourna le regard, croisa les bras, et resta debout un moment, respirant profondément pour maîtriser la tempête qui grondait en elle. Elle ne voulait pas de sa charité, pas de son regard compatissant, pas de cette proposition qui la faisait se sentir encore plus faible.
Tu ne comprends pas, dit-elle plus doucement. Si j'accepte ton argent, je perds ce qu'il me reste de dignité. Non, Camille, tu gagnes un allié, et ce n'est pas un crime d'avoir besoin d'aide. Elle secoua la tête, refusant d'entrer dans ce jeu. Il se leva lentement, prit sa veste et se dirigea vers la porte. « Je ne te forcerai pas, mais mon offre tient. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » Et il sortit, laissant derrière lui une pièce silencieuse, remplie de tensions non dites. Camille resta debout longtemps, fixant la porte fermée. Elle sentait encore l'écho de ses paroles résonner dans la pièce. Elle aurait voulu croire qu'il n'y avait aucune intention cachée, aucune arrière-pensée. Mais une voix en elle lui soufflait que personne ne fait rien sans raison. Ce soir-là, elle dormit peu. Les chiffres tournaient dans sa tête, les mots de Julien aussi. Elle se sentait coincée entre sa fierté et sa réalité. Elle savait que 3 mois passeraient vite, trop vite. Mais elle n'était pas prête à céder, pas encore. Elle préférait s'écrouler debout, plutôt que d'accepter une main tendue dont elle ne comprenait pas l'origine. Et pourtant, au fond d'elle, une question la hantait désormais sans relâche. Pourquoi un homme comme lui, cultivé, habile, attentif, semblait-il vouloir tout recommencer ici, dans un endroit aussi oublié du monde? Depuis la violente discussion qui avait éclaté entre eux deux dans la cuisine, Camille et Julien ne s'étaient plus vraiment adressé la parole. Ils continuaient à venir tous les matins, ponctuels, méthodiques, et se lançaient dans les tâches qu'ils trouvaient utiles sans jamais lui demander son avis. Elle, de son côté, évitait de croiser son regard, lui indiquait les choses à faire d'un geste bref, puis s'isolait dans les champs ou les dépendances pour ne pas avoir à lui parler plus que nécessaire. Il y avait entre eux une tension palpable, un espace de silence qui n'avait pas encore trouvé de résolution. Et pourtant, chaque soir, alors qu'il quittait la ferme au coucher du soleil, Camille ressentait une forme de vide. Elle ne voulait pas l'admettre, mais sa présence lui manquait dès qu'il passait le portail. Elle ne comprenait pas pourquoi il restait malgré son rejet. Elle avait été dure, presque injuste, et pourtant il revenait inlassablement. Ce comportement la troublait plus qu'elle ne voulait l'accepter. Une semaine passa ainsi dans une routine pesante, jusqu'à ce qu'un soir, après une journée pluvieuse et glaciale, Julien frappe à la porte au lieu d'entrer directement. Camille, surprise, ouvrit avec lenteur. Il tenait à la main un sac en toile contenant des provisions qu'il avait visiblement achetées au village voisin. « Il n'y avait plus de farine dans le placard, dit-il en désignant le sac. Et les œufs sont presque tous pourris. Je me suis permis... » Elle le laissa entrer sans un mot. Il posa les provisions sur la table, retira sa veste trempée, puis s'assit lentement comme s'il attendait quelque chose. Camille resta debout, les bras croisés. « Tu veux dire quelque chose ?» demanda-t-elle, méfiante. « Oui, je pense qu'il est temps que je t'explique un peu pourquoi je suis là. » Elle ne répondit pas, mais son visage se ferma légèrement. Julien baissa les yeux un instant, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai quitté Paris il y a 3 mois. Avant ça, j'étais, disons, dans un monde très différent. Un monde où tout se négocie, où tout se vend, où les gens jouent des rôles, parlent pour ne rien dire et oublient ce que vivre veut dire. » Camille resta silencieuse, attentive malgré elle. Il ne la regardait pas, parlant lentement d'une voix basse. J'étais entouré de luxe, de bruit, de vitesse. Mais un jour, j'ai compris que je ne possédais rien de réel. Les relations, les projets, même les certitudes. Tout sonnait creux. Alors j'ai tout laissé. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé sans but. J'ai dormi dans des parkings, mangé des conserves, marché des kilomètres sans parler à personne. Et puis je suis arrivé ici. « Pourquoi ici ?» demanda Camille. « Je ne sais pas. Le hasard, ou peut-être la fatigue. J'ai vu la lumière de ta maison, la silhouette de la grange. C'était calme, et je me suis dit que peut-être je pourrais rester un peu. » Il marqua une pause. Camille fixait le sol, troublée par cette confession qui sonnait juste, sans fioriture, sans mise en scène. Il ne cherchait pas à l'émouvoir, seulement à dire la vérité, ou du moins une partie. « Tu n'es pas obligé de tout me dire, » dit-elle finalement. « Mais je veux que tu sois clair sur une chose. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve. J'ai vécu assez longtemps en m'en sortant seul. Je ne suis pas là pour te sauver, Camille. Je suis là pour me reconstruire. Et si en chemin je peux aider, alors tant mieux. Mais je ne cherche ni reconnaissance ni pardon. Tu fuis quelque chose. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Je fuis ce que je suis devenu, et peut-être aussi ce qu'on attendait que je sois. Mais je ne suis pas un criminel si c'est ce que tu crains. Je n'ai pas de dette cachée, je n'ai tué personne,
Je n'ai rien volé. Tu as juste abandonné ta vie? Je l'ai laissée derrière, oui. Elle ne m'appartenait plus. Camille s'assit lentement à son tour. La pluie tambourinait contre les vitres, et l'odeur du bois humide se mêlait à celle du café refroidi. Un silence s'installa, plus léger que les précédents. Ce n'était pas encore de la confiance, mais un début de compréhension. Elle ne croyait pas encore tout ce qu'il disait, mais elle voyait qu'il faisait un effort sincère, et cela suffisait, pour l'instant. Ils dînèrent ensemble ce soir-là, sans trop parler, chacun perdu dans ses pensées. Les gestes étaient simples, les regards discrets, mais une forme de calme avait remplacé la tension des jours précédents. Camille, en se couchant, repensa à ses paroles. Il n'avait pas tout dit, elle en était certaine. Il y avait encore des zones d'ombre, des silences trop longs, des réponses trop vagues. Mais il avait ouvert une porte, entr'ouverte seulement, mais suffisamment pour qu'elle commence à regarder autrement cet homme étrange, discret et résolument différent de tous ceux qu'elle avait croisés jusque-là. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette vérité partielle, aussi sincère qu'elle ait pu sembler, n'était qu'une fraction de ce que Julien gardait enfoui. Un passé trop lourd pour être confié d'un seul trait, un nom qu'il ne prononçait jamais, une histoire qu'il ne pouvait pas encore affronter pleinement. Mais pour Camille, ce soir-là, ses aveux étaient insuffisants. Pas pour tout pardonner, pas pour tout comprendre, mais pour laisser, pour la première fois depuis longtemps, un homme rester un peu plus longtemps. Le matin se leva lourd et humide, comme si la nuit avait laissé derrière elle une atmosphère dense. Camille n'avait pas dormi beaucoup. Les coins sombres de la ferme, les chiffres de la dette, le visage de Julien s'éclairant dans la pénombre. Tout cela lui produisait une agitation qu'elle peinait à maîtriser. Elle passa les premières heures à vérifier l'état des bâtiments, à serrer les vis, à nettoyer les gouttières que Julien avait réparées. Mais son esprit restait ailleurs, tendu vers ce qu'elle ignorait encore. Dans le village voisin, un journaliste nommé Richard Moreau avait entendu parler de la ferme en difficulté. Il avait obtenu une rumeur, celle d'une ferme à vendre, d'une propriétaire obstinée et d'un homme mystérieux qui aidait celle-ci sans que l'on sache vraiment qui il était. Moreau, la quarantaine, sérieux, arme photographique en bandoulière, carnet de notes, s'installa au café du village. Il interrogea quelques habitants. « Vous savez ce qui se passe à la ferme de Camille Laurent? Un certain Julien est-il vraiment de passage ou y reste-t-il plus longtemps? Thomas est-il lié à cette grande fortune dont certains parlent ?» Les habitants furent partagés. Certains protestaient que ce ne soit pas leurs affaires. D'autres murmuraient qu'ils avaient entendu un article ancien dans un journal économique, alors que Julien Delacroix, un nom puissant, avait été mêlé à une controverse financière quelques années plus tôt. Certains assurèrent que c'était peut-être un homonyme, que les gens confondaient. D'autres affirmaient que les journaux de Paris avaient parlé de ce nom. Faillite, rachat, pression boursière. Le journaliste prit des photos de la ferme, le portail rouillé, la charpente fatiguée, le toit en partie effondré, et surtout de Julien quand il apparaissait, en train de travailler près de la grange ou en train de réparer un outil, salissant ses mains, courbées sous le poids des poutres. Camille le vit de loin, le sifflement discret de l'obturateur, l'homme au bout du champ. Son cœur s'emballa. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, autant de colère que de honte. Pourquoi personne ne l'avait mise au courant? Pourquoi penserait-il qu'elle accepterait cet homme comme un masque? Un soir, alors que Julien rentrait avec sa lampe, elle l'arrêta au seuil de la cuisine. « Julien, qui est ce Richard Moreau ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il posa la lampe, s'assit, le regard durci par la fatigue, les traits tirés. « Un journaliste. Il veut écrire une histoire. Sur toi? Sur nous ?» Elle s'approcha, le ton plus acéré qu'elle ne le voulait. Elle avait horreur d'être le centre d'un spectacle. « Non, sur moi, » dit-il après un instant, « sur ce que j'ai été. » Camille sentit une rafale de doute l'envahir. Elle s'imagina les gros titres, héritier en cavale, le rachat dramatique d'une fortune. Elle pensa à tous les sacrifices qu'elle avait déjà faits, sans doute pour un homme qui jouait un rôle. « Il t'a appelé Julien Delacroix ?» reprit-elle presque en chuchotant. « Je l'ai entendu au café. » Julien ne bougea pas. Son silence fendit l'espace. Camille sentit son visage se crisper. « C'est ton nom ?» demanda-t-elle. Il ferma les yeux, inspira longuement, comme s'il cherchait une respiration propre, loin de la fumée des rumeurs. Lorsqu'il rouvrit les paupières,
Ces mots sortirent en lent abandon. Ce nom, oui, c'est le mien. Camille recula d'un pas, comme si elle avait reçu un coup. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui lui faisait peur, quelque chose qu'elle n'avait voulu voir jusque-là. Trahison? Mensonge? Ou plus simplement un choix d'identité tardif? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi m'avoir laissé croire que tu étais juste un homme ordinaire qui passait? Il ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, guettant la colère, le déni, la fuite. Mais il resta immobile, le silence pesant entre eux. Le lendemain, le village semblait glisser vers un malaise collectif. On parlait dans les jardins, dans les cafés, des photos, du nom. Certains rôdaient près de la ferme pour l'apercevoir. De loin, Camille vit des feuillets glisser sous la porte, un exemplaire du journal local, un article dont le titre lui fit froid dans le dos. Julien Delacroix, l'homme qui fuit ses responsabilités. Elle le lut, les mains tremblantes. On l'accusait d'avoir détourné des fonds, de ne pas avoir réglé ses dettes, d'avoir disparu des radars fiscaux, d'avoir abandonné ses obligations. Mais Camille connaissait l'homme qu'elle avait vu ces dernières semaines. Elle savait qu'il travaillait au champ, aidait dans la grange, réparait la toiture, apportait du bois. Elle savait aussi qu'il ne parlait jamais d'argent, de société, d'affaires. Elle sentait la vérité partielle qu'il avait révélée antérieurement, mais une partie du voile venait de se lever. Elle attendit Julien dans la cuisine. Lorsqu'il entra, il posa la lampe, encore humide. Elle avait l'article à la main. « Tu l'as vu » ? L'article. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il resta un moment silencieux, son regard fuyant les rayures de lumière sur le sol. Ce n'est pas faux. Je suis Delacroix. J'ai été associé, j'ai géré, j'ai gagné, mais j'ai aussi perdu. Pas seulement de l'argent. J'ai perdu des liens, des visages. Beaucoup de ceux qui comptaient se sont détournés. Tu as fui des responsabilités légales? Demanda-t-elle, la gorge serrée. J'ai eu des dettes, des obligations que je n'ai pas honorées. Pas parce que je voulais, mais parce que j'ai été dépassé. Les gens attendèrent de moi ce que je n'étais plus capable de donner. Et puis, je suis parti. Camille sentit son monde s'effriter doucement. Elle voulait crier, le chasser, pleurer. Tout cela lui paraissait trahi, injuste. Pourtant, elle ne parvint pas à détester l'homme en face d'elle. Il semblait souffrir, chargé d'un passé qu'il refusait, mais que le monde lui rappelait maintenant sans ménagement. « Tu as pensé à tout ce que ça impliquerait pour moi ?» dit-elle, la voix brisée. « Tu penses que je veux devenir une anecdote, une pièce dans ton destin compliqué ?» Julien baissa les yeux. Il ne défendit pas ses actes, mais attendit que Camille porte le poids de ce qu'il révélait. Le lendemain matin, elle sortit pour soigner les fleurs autour de la maison, ses doigts dans la terre. Quand le regard des voisins se tournèrent vers elle, elle sentit que plus rien ne serait comme avant. Elle devait décider, rester sur ses doutes, ses blessures, ou tenter de voir au-delà des mensonges partiels, tenter de comprendre si ce nom, ce passé, pouvait encore servir à quelque chose de vrai. Et ce nom, Julien Delacroix. Il pesait désormais autant que la dette, que la ferme, que les murs fissurés. Une identité qu'il ne pouvait plus cacher, une vérité qui venait de devenir un obstacle, mais aussi peut-être une clé. Le soir venu, Camille resta longtemps à la fenêtre, regardant la lumière s'éteindre sur les collines, la silhouette de la ferme sombre, et une question qu'elle ne pouvait pas chasser. Qui est vraiment Julien Delacroix, au-delà des rumeurs? La tension installée depuis la révélation de la véritable identité de Julien s'était transformée en un silence lourd, mais paradoxalement apaisant. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de demi-mots. Camille savait désormais à qui elle avait affaire. Elle avait refusé de le chasser immédiatement après la confrontation. Peut-être par instinct, peut-être par curiosité ou peut-être simplement parce qu'elle ne voulait pas se résoudre à perdre ce fragile équilibre qui s'était tissé malgré les mensonges. Julien, de son côté, n'avait pas tenté de se justifier davantage. Il avait continué à venir comme s'il n'attendait plus d'autorisation. Il se contentait de travailler en silence, d'accomplir des tâches concrètes, visibles, mesurables. Il réparait une poutre effondrée dans la grange, reconstruisait le poulailler dont les planches étaient pourries, soignait les bêtes avec une douceur surprenante pour un homme supposé venir du monde des chiffres et des conseils d'administration. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile pour Camille d'ignorer les faits. Julien ne jouait pas un rôle. Il vivait cette vie avec elle, jour après jour, avec une sincérité troublante. La saison avançait, les jours raccourcissaient lentement, mais le soleil d'automne baignait encore les champs d'une lumière dorée. Un après-midi,
Alors qu'ils revenaient ensemble de la parcelle de lavande, les bras chargés de branches coupées, Camille se surprit à lui adresser une phrase légère, presque complice. « Tu t'en sors plutôt bien pour un homme de la finance. » Julien la regarda, un sourire en coin, mais ne répondit pas. Il avait appris que certaines remarques de Camille n'appelaient pas de réponse, seulement une présence discrète, attentive. Ce jour-là, elle ne le repoussa pas lorsqu'il marcha à ses côtés, un peu plus près que d'habitude. Elle ne détourna pas la tête quand leurs regards se croisèrent, et elle ne chercha pas à fuir ce frémissement dans l'air, ce moment suspendu. Le soir venu, ils préparèrent le dîner ensemble, chose qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'ici. Julien s'occupa des légumes. Camille pétrit la pâte pour une tarte salée. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Les gestes suffisaient. La cuisine, bien que modeste, semblait respirer à leur rythme. Le repas fut simple, mais nourrissant. Ils mangèrent à la lueur de la lampe à pétrole, car la dernière facture d'électricité n'avait pas encore été réglée. Et pourtant, il n'y eut pas un instant d'inconfort. Au contraire, Camille se sentit enveloppée d'une chaleur tranquille. Après le repas, Julien proposa d'allumer un feu dehors. Ils s'assirent sur une vieille couverture près du muret de pierre, regardant les flammes danser sous les étoiles. La ferme derrière eux semblait moins menaçante, moins fragile. Le monde paraissait loin. Camille, les jambes repliées contre elle, observait les braises. « Tu ne regrettes pas ?» demanda-t-elle soudainement. « Tout ce que tu as laissé derrière. » Julien mit un moment avant de répondre. « Regretter, non. Mais il y a des choses qui me manquent. La possibilité de prendre soin des miens, le fait de pouvoir offrir ce qu'il faut à ceux que j'aime. Le reste, non. Les réunions, les voyages inutiles, les compromis. Je ne veux plus de ça. Tu parles comme si tu étais revenu de la guerre, fit-elle remarquer. C'en était une, à sa manière. Une guerre silencieuse, feutrée, mais où l'on perd des morceaux de soi à chaque décision prise contre sa volonté. Ils restèrent silencieux. Puis Camille reprit. « Et maintenant, tu comptes faire quoi ? Je n'ai pas de plan. Je vis ici, un jour après l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me suffit. » Elle tourna la tête vers lui. Il ne mentait pas. Il n'avait jamais été aussi sincère que dans ce dépouillement. Elle sentit une émotion monter en elle, discrète mais puissante. Depuis des années, elle n'avait laissé personne entrer dans sa vie, et encore moins dans son intimité. Mais Julien, sans frapper, avait ouvert une porte qu'elle croyait condamnée. Les jours suivants, leur routine changea. Pas brusquement, mais de manière fluide. Julien prit l'habitude de préparer le café le matin, pendant que Camille vérifiait les bêtes. Il construisit un abri pour les outils, nettoya le puits ancien, répara le banc sous le grand chêne. Le soir, ils cuisinaient ensemble, parfois parlaient longuement, parfois restaient silencieux. L'absence de pression, d'attente, renforçait leur lien. Il n'y avait pas de promesses, pas de projet annoncé, mais une évidence grandissait entre eux. Un soir, Julien rentra plus tard. Il était allé vendre quelques paniers de légumes et d'œufs au marché du village. Il avait installé un petit stand, sans prétention. Camille, surprise qu'il ait osé cette initiative, l'écouta raconter sa journée avec un mélange d'amusement et d'admiration. Il lui raconta comment une vieille dame avait acheté tout le pain de campagne en disant qu'il avait le goût des souvenirs, et comment un jeune couple, venu de Marseille, avait demandé si la ferme proposait des séjours à la campagne. Camille sourit malgré elle. L'idée de transformer la ferme lui avait effleuré l'esprit autrefois, mais elle l'avait vite abandonnée, par manque de moyens, de soutien, de confiance. Maintenant, avec Julien, tout semblait moins impossible. Pas plus facile, mais possible. Ce soir-là, pour la première fois, elle posa sa main sur celle de Julien. Elle ne dit rien. Il ne bougea pas. Il regarda simplement ses doigts entre les siens, puis leva les yeux vers elle. Ce geste si simple contenait plus de certitude que n'importe quelle déclaration. Il n'y avait pas besoin de promesses ni de mots grandiloquents. Ce qui les liait maintenant n'était pas basé sur l'apparence, la fortune ou le passé, mais sur la vérité nue d'une coexistence fragile et volontaire. Camille comprenait désormais que l'amour pouvait naître sans bruit, sans préméditation, qu'il pouvait se construire à coups de clous, de silence partagé, de regards francs. Julien, malgré ses zones d'ombre, était devenu une évidence dans son quotidien. Pas un sauveur, pas un passager, mais un homme capable de bâtir avec elle un monde qu'aucun des deux ne soupçonnait encore il y a quelques semaines.
Le calme qui s'était installé entre Camille et Julien, depuis plusieurs semaines, s'apparentait à une sorte d'équilibre précaire, bâti à force de silence, d'efforts partagés et d'une intimité croissante. Leurs gestes s'étaient accordés, leurs présences ajustées. La ferme avait retrouvé une forme d'élan que Camille croyait perdue. Julien s'était intégré aux tâches quotidiennes comme s'il y avait toujours appartenu. Il connaissait les habitudes des bêtes, anticipait les besoins de la terre, réparait les détails que Camille n'avait même plus le courage de remarquer. Tout cela semblait si naturel qu'elle en était venue à oublier temporairement d'où il venait réellement. Mais un matin, alors qu'elle rangeait quelques vieux outils dans le grenier du grand hangar, un objet attira son attention. Derrière un sac de jute abandonné et des caisses de bouteilles vides, un sac noir bien entretenu, visiblement récent, était soigneusement dissimulé sous une bâche. Elle n'avait jamais vu ce sac auparavant. Intriguée, elle le tira vers elle, hésitant quelques secondes avant de l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouva un ordinateur portable enveloppé dans un tissu, quelques dossiers, un porte-documents et une boîte contenant des clés. Rien n'indiquait qu'il s'agissait d'objets volés ou suspects. C'était propre, organisé, soigneusement rangé. Mais ce qui la frappa, c'était le contenu du dossier posé sur le dessus. Des photocopies d'articles de presse, des impressions d'emails, des documents bancaires et surtout une série de photos. Elle s'assit à même le sol poussiéreux, feuilletant page après page avec un mélange de stupeur et de colère croissante. Les documents parlaient d'investissement, de projets à l'étranger, de prise de participation dans des entreprises technologiques, de rachat de filiales, de dossiers juridiques associés au nom de Julien Delacroix. Il y avait des photos de lui, bien habillé, dans des conférences au bras de personnalités politiques et économiques. Le même homme qui, aujourd'hui, vivait dans sa ferme comme un ouvrier rural, avait autrefois dirigé des millions, piloté des décisions influentes, représenté des intérêts colossaux. Ce n'était pas simplement un ancien cadre fatigué, c'était un dirigeant d'envergure nationale, peut-être même internationale. Un homme public, un homme suivi, traqué, reconnu. Camille sentit sa gorge se nouer. La sincérité de Julien, celle qu'elle avait cru construite sur des gestes simples, venait de se fracasser sur une réalité qu'il avait choisi de lui dissimuler. Elle n'avait pas seulement été laissée dans l'ignorance, elle avait été volontairement tenue à l'écart d'une vérité essentielle. Elle referma le sac avec violence, se releva brusquement, manquant de renverser une boîte de clous rouillée. La poussière collée à ses mains lui semblait soudain insupportable. Elle descendit l'échelle du grenier en hâte, traversa la cour et entra dans la maison à grands pas. Julien était là, dans la cuisine, préparant du thé. Lorsqu'il la vit arriver, le visage fermé, le regard chargé d'une colère glacée, il comprit aussitôt que quelque chose avait été découvert. Elle posa le sac sur la table sans un mot. Il s'approcha lentement, ouvrit le sac, constata les documents en désordre. Son visage changea. Il voulut parler, mais Camille le coupa net. « Tu m'as menti. Depuis le début. Tu m'as fait croire que tu fuyais une vie vide, des choix malheureux. Mais tout ça, elle montra du doigt les papiers, c'est bien plus qu'une simple lassitude. C'est une double vie. » Julien tenta de s'expliquer, mais les mots ne suffisaient plus. « J'allais te le dire. »« Quand ?» cria-t-elle. « Quand tu aurais décidé que c'était le bon moment. Quand tu aurais estimé que je pouvais enfin supporter ton passé de multimillionnaire caché dans une ferme en ruine. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait vivre ?» Elle tournait en rond dans la cuisine, les mains tremblantes. Elle se sentait ridicule, trompée, utilisée. Tout ce qu'elle avait reconstruit intérieurement, cette confiance fragile, venait de voler en éclats. Tu disais ne rien attendre de moi. Mais tu attendais quoi alors? Que je tombe amoureuse de ce que tu m'as laissé voir pendant que tu gardais le reste pour toi? Tu jouais à quoi, Julien? À la simplicité? Au héros déchu qui trouve la rédemption dans les champs? Il s'approcha, les mains ouvertes, tentant de calmer la tempête. Je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste vivre quelque chose de vrai, sans le poids de mon nom, sans que tu m'associes à ce que j'ai été. Tu n'avais pas à choisir ce que je devais savoir. Tu as manipulé la vérité. Tu as choisi les morceaux à montrer, comme si tu écrivais un rôle pour toi-même. Elle s'interrompit, la gorge serrée, puis lâcha. « Je veux que tu partes. » Julien resta immobile. Le silence dans la pièce était brutal. Il hocha lentement la tête, récupéra sa veste sans un mot. En passant devant elle, il s'arrêta un instant, mais ne tenta pas de l'approcher. « Je suis désolé, Camille. Pour tout. » Puis il franchit le seuil sans se retourner.
Elle le regarda s'éloigner, le dos droit, le pas lent, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres, au fond du chemin. Elle resta seule dans la cuisine, le sac encore ouvert sur la table. Elle regarda à nouveau les photos, les articles, les signatures en bas des contrats. Rien de tout cela ne correspondait à l'homme qui l'avait aidé à réparer son toit, qui avait pansé la patte blessée d'un agneau, qui avait ri avec elle en partageant une soupe à peine tiède. Et pourtant, c'était le même. Elle ne savait plus qui croire, ni même ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas seulement la douleur d'avoir été trahie. C'était la peur de s'être trompée surtout. Ce soir-là, elle éteignit les lumières plus tôt que d'habitude, refusant de manger, de parler, de réfléchir davantage. Elle monta l'escalier en silence, croisant son propre reflet dans le miroir du couloir. Elle ne reconnut pas la femme qui y apparaissait, une femme blessée pas seulement par un homme, mais par la possibilité même de l'illusion. Depuis le départ de Julien, la ferme avait retrouvé son silence d'autrefois. Camille ne disait à personne ce qui s'était passé, mais les voisins, déjà alertés par les rumeurs lancées par le journaliste, savaient que quelque chose avait changé. Julien ne réapparut ni au marché, ni sur les chemins de terre, ni dans les champs à l'aube. Et Camille, qui ne l'évoquait jamais, conservait une routine presque mécanique, comme pour éviter que l'absence ne devienne trop pesante. Les jours se succédaient dans une lenteur étouffante. Elle nettoyait les pièces sans raison, rangeait des objets qui n'avaient pas été déplacés depuis des années, redoublait d'efforts au potager. Mais ce zèle n'était qu'un masque. Derrière chaque geste se cachait la fatigue d'un esprit blessé, non par un seul homme, mais par la désillusion. Elle avait cru voir en Julien quelque chose de vrai, et ce qu'elle avait trouvé n'était pas un mensonge complet, mais une vérité tronquée. C'était cela qui la tourmentait. Elle n'avait pas été dupée par une mascarade, mais par une version sélectionnée de la réalité. Plusieurs fois, elle retourna dans le grenier, là où elle avait trouvé le sac. Elle ouvrit les dossiers de nouveau, relut les articles, les contrats, les notes. Tout y était précis, détaillé, daté. Julien avait été à la tête de plusieurs entreprises influentes, parfois controversées. Son nom était lié à des décisions politiques, à des restructurations sociales, à des investissements spéculatifs. Pourtant, plus elle lisait, moins elle retrouvait l'homme qui l'avait aidé à réparer le vieux mur du jardin ou à soigner une brebis en détresse. Elle finit par ranger les documents, les enfermer dans une boîte métallique qu'elle glissa dans un meuble fermé à clé. Ce passé ne lui appartenait pas. Elle ne voulait plus l'interpréter, ni le juger. Mais oublier non plus, elle ne le pouvait pas. Une semaine après le départ de Julien, Camille se rendit chez le notaire du village, Monsieur Girard. Elle avait décidé de mettre en ordre ce qui pouvait encore l'être dans ses papiers fiscaux. Il l'accueillit avec un sourire professionnel, l'invita à s'asseoir et ouvrit un dossier devant lui. « Je voulais vous parler d'un virement récent, mademoiselle Laurent », dit-il en feuilletant quelques documents. Un montant important a été déposé sur le compte fiscal associé à la propriété. Ce versement couvre l'intégralité de vos dettes et met fin à la procédure de saisie. Camille le fixa, abasourdi. « Je n'ai rien payé, dit-elle. Je n'ai demandé à personne de faire ça. » Girard acquiesça lentement, comme s'il s'y attendait. « Le virement est anonyme, mais la somme correspond exactement à ce que vous deviez, jusqu'au dernier centime. » Elle sentit son estomac se nouer. Elle savait. Il n'y avait qu'une seule personne capable d'un tel geste, et ce n'était ni la mairie ni une quelconque organisation caritative. Julien avait tenu sa promesse, malgré tout. Malgré son départ, malgré sa trahison, malgré sa douleur, il avait fait ce qu'elle lui avait expressément interdit de faire, intervenir financièrement. De retour à la ferme, elle erra longtemps entre les murs. Elle passa par la cuisine, là où ils avaient dîné ensemble. Par la grange, encore imprégnée de son odeur. Par le vieux banc sous le chêne, où il s'asseyait souvent pour souffler après une journée de travail. Chaque recoin semblait contenir son ombre, non pas comme un fantôme, mais comme une présence trop récente pour s'estomper. Ce geste, loin de l'apaiser, raviva toutes ses interrogations. Pourquoi avait-il payé? Était-ce une manière de réparer sa fuite? Un dernier acte de contrôle? Ou bien une preuve, silencieuse, de quelque chose qu'il n'avait jamais pu exprimer avec des mots? Elle se méfiait des grands gestes, des solutions rapides, mais elle ne pouvait nier ce qu'il révélait. Julien n'était pas parti pour fuir. Il était parti parce qu'il respectait son refus, tout en refusant de la laisser sombrer. La nuit suivante, elle ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, les yeux ouverts dans le noir,
Elle se remémora les semaines passées. Son arrivée soudaine, leur première rencontre au cœur de la tempête, ses silences calculés, sa main tendue, puis ses aveux, son départ. Elle se rendit compte qu'elle ne l'avait jamais vraiment interrogé sur ses intentions profondes. Elle avait réagi avec instinct, avec la violence de quelqu'un qui a trop perdu pour accepter de nouvelles blessures. Mais avait-elle réellement voulu comprendre? Le lendemain, elle fouilla dans l'armoire où elle gardait les documents administratifs, cherchant une adresse, un indice, une trace de lui. Elle se rappela qu'il avait mentionné Paris, un quartier, une entreprise. Elle trouva enfin un nom griffonné dans un carnet, Delacroix Capital, une société que Julien avait dirigée selon l'un des articles. Ce fut suffisant pour déclencher en elle un mouvement qu'elle n'aurait pas cru possible quelques jours plus tôt, celui de la décision. Elle appela la gare, elle consulta les horaires, elle vérifia ses économies. Elle s'habilla simplement, glissa un foulard autour de son cou, ferma la maison à double tour et prit le bus jusqu'à la ville. De là, un train la conduisit à Paris. Le trajet fut long. Elle regarda par la fenêtre sans vraiment voir le paysage défiler. Elle ne savait pas ce qu'elle allait lui dire, ni même si elle allait réussir à le retrouver. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester sans réponse. Pas cette fois. Elle descendit du train en fin de journée, la capitale grise l'enveloppant de son tumulte. Elle se sentit étrangère, minuscule, mais déterminée. Elle demanda son chemin à un kiosque, consulta un plan, prit le métro, remonta à la surface et marcha. Devant elle, un immeuble de verre et d'acier. Elle s'arrêta devant les grandes lettres dorées à l'entrée. Delacroix & Partner. Son cœur battait plus vite. Elle inspira profondément. Ce qu'elle allait découvrir derrière ces portes pourrait la libérer, ou l'achever, mais elle ne reculerait pas. Paris semblait étouffante après les semaines passées dans la campagne provençale. Le bruit continu, les klaxons impatients, les visages pressés, les façades vitrées des bâtiments modernes, tout oppressait Camille dès qu'elle mit le pied sur le trottoir. Elle n'était pas venue ici depuis plus de 10 ans. Elle évitait les grandes villes comme on évite une blessure mal refermée. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas fui. Elle était venue chercher des réponses, les yeux ouverts, le cœur battant et la détermination ancrée dans chaque pas. L'immeuble devant lequel elle s'arrêta appartenait clairement à une autre sphère. Haut, anguleux, froid, avec ses vitres teintées et ses vigiles en costume sombre à l'entrée, il tranchait avec tout ce qu'elle connaissait. Le nom Delacroix & Partner brillait sur une plaque en métal poli. Camille prit une inspiration lente avant de s'approcher. Le portier la regarda de haut en bas, surpris par la simplicité de sa tenue, mais ne l'arrêta pas. Elle entra dans le hall. Le marbre luisant du sol, les ascenseurs en acier, les fleurs coupées dans des vases stylisés, tout semblait irréel. À l'accueil, une femme bien maquillée lui demanda poliment l'objet de sa visite. « Je viens voir Julien Delacroix », dit Camille, la voix ferme. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non », répondit-elle. « Mais dites-lui que Camille Laurent est là. Il saura qui je suis. » La réceptionniste haussa légèrement les sourcils, mais obtempéra, composant un numéro sur le téléphone de bureau. Une attente tendue s'ensuivit. Camille sentit les regards de certains employés dans le hall. Son nom, son visage, ou peut-être seulement sa présence inhabituelle, attiraient l'attention. Quelques instants plus tard, un homme en costume arriva à grandes enjambées. « Mademoiselle Laurent, veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elle le suivit sans dire un mot. Ils traversèrent un couloir, prirent un ascenseur jusqu'au dernier étage. Là, les bureaux étaient encore plus silencieux, plus élégants, couverts de verre, de bois poli, d'écrans plats. On l'introduisit dans une salle de réunion, longue table, baie vitrée donnant sur la ville. On lui demanda d'attendre. Elle s'assit, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Chaque seconde semblait plus longue que la précédente. Enfin, Julien entra. Vêtu d'un costume gris sobre, il ferma la porte derrière lui. Il était pâle, visiblement tendu, mais il ne semblait pas surpris. Il resta debout un instant, puis s'approcha lentement. « Camille, je ne pensais pas te revoir ici. Et moi, je ne pensais jamais mettre les pieds dans ton monde, » répondit-elle sans détour. Il ne tenta pas de sourire, ni de se justifier. Il s'assit en face d'elle, les coudes posés sur la table, les yeux dans les siens. « Pourquoi es-tu venu ? » « Parce que je ne pouvais pas rester avec ce que tu m'as laissé. Tu es parti sans rien expliquer. Tu as payé mes dettes en silence, comme un acte de grâce.
Mais ce n'est pas de l'aide que j'attendais. Ce n'est pas de l'argent que je voulais. Je voulais la vérité, toute la vérité. Julien hocha la tête. Il prit une inspiration lente avant de commencer. Ce que tu as vu dans ce sac, ce ne sont pas des preuves contre moi. Ce sont des archives que j'ai gardées parce que je voulais comprendre où j'avais échoué. Tu as raison. J'ai dirigé des entreprises. J'ai eu du pouvoir, de l'influence. J'ai pris des décisions qui ont coûté cher à d'autres. Mais je n'ai jamais volé. Je n'ai pas fui la justice. Ce que j'ai fui, c'est la machine que je suis devenue. Ce costume que tu vois là, ce bureau, cette société, je n'y suis revenu que parce que certaines choses exigeaient que je les règle avant de tourner la page définitivement. Tu n'as jamais pensé que je méritais de savoir cela ? Demanda Camille. J'y ai pensé tous les jours, mais j'avais peur. Peur que si je te disais tout, tu ne me croirais pas. Ou pire, que tu me vois comme un étranger, un imposteur. Je n'ai jamais été aussi vrai qu'avec toi. Mais j'ai eu peur de perdre ça aussi. Le silence s'installa. Camille regardait ses mains nouées entre elles, puis releva lentement les yeux. Est-ce que quelque chose de ce que tu as vécu là-bas, dans la ferme, était vrai ? Ou étais-tu seulement en train de jouer un rôle pour toi-même ? Julien se redressa légèrement, puis répondit avec une émotion qu'il ne masqua pas. Camille, chaque chose, chaque matin passé à réparer ce toit, chaque soir à dîner avec toi, chaque silence que nous avons partagé, tout était vrai. C'est là-bas que j'ai compris ce que je valais sans les chiffres, sans le réseau, sans la façade. Et c'est là-bas que je suis tombé amoureux de toi, bien avant que tu saches qui j'étais. Le cœur de Camille se serra, mais son visage resta impassible. Elle ne voulait pas céder à l'émotion. Elle était venue chercher une réponse, et elle venait de l'obtenir. Mais cela ne signifiait pas qu'elle savait encore quoi faire de cette vérité. Alors pourquoi rester ici ? Pourquoi remettre ce costume ? Pourquoi t'enfermer à nouveau dans ces murs ? Parce qu'il me restait des responsabilités à assumer, des engagements. Je voulais terminer ce chapitre correctement. Et puis, je ne savais pas si j'avais encore une place là-bas, si tu allais me permettre de revenir. Elle le regarda longuement. Il ne jouait pas. Il n'y avait dans sa voix ni théâtralité, ni calcul, seulement une sincérité nue, maladroite, mais totale. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, Julien. Je ne suis pas venu pour te supplier de revenir. Je suis venu parce que je refusais de rester avec des questions sans réponse. Il acquiesça. Je comprends. Tu n'as aucune obligation. Je voulais juste que tu saches que, quoi que tu décides, je ne reprendrai pas cette vie. Tout ça, ces bureaux, ces réunions, ces apparences, c'est terminé. Je suis venu ici pour fermer la porte, pas pour la rouvrir. Camille se leva, Julien aussi. Ils restèrent face à face, le bureau vitré derrière lui, les souvenirs derrière elle. Elle ne dit rien de plus. Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière elle un homme debout, seul, mais changé. Le hall paraissait encore plus vaste à son retour, mais elle n'avait plus le cœur aussi lourd. Dans le métro puis dans le train, elle ne pensa pas à ce qu'elle ressentait. Elle ne pensa qu'à ce qu'elle savait. La vérité avait été dite. Et maintenant, elle seule pouvait décider si cette vérité méritait une seconde chance. Le retour à la ferme fut silencieux, presque irréel. Camille avait quitté Paris sans prévenir personne de son départ et revint de la même manière, à l'aube, seule, le regard fixe sur la route sinueuse qui la menait jusqu'à la maison. Rien n'avait bougé en apparence. Les champs étaient là, les brebis broutaient lentement près du ruisseau, les arbres ployaient sous le vent d'automne. Pourtant, tout semblait différent. Le silence n'était plus le même. Il avait quelque chose de suspendu, comme si le monde attendait sa décision. Elle descendit de l'autobus sans se retourner, la valise à la main. Pas lourde, juste assez pour contenir quelques vêtements et des papiers. Elle ouvrit le portail rouillé, traversa la cour, entra dans la maison et referma la porte derrière elle sans bruit. L'air sentait le bois sec et la terre. Elle resta un long moment immobile, les yeux fermés, laissant ce lieu l'envelopper de sa réalité. Elle était chez elle, et c'était ce qui comptait. Les jours suivants, elle reprit les rênes de la ferme comme si rien ne s'était passé. Elle soigna les bêtes, répara la pompe du puits, livra quelques produits au marché du village. Les gens la regardaient avec une curiosité discrète, mais personne ne posait de questions. Le nom de Julien ne revenait dans aucune conversation, comme s'il n'avait jamais existé. Camille ne le mentionnait pas non plus. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qu'elle avait vu, entendu, ressenti.
Il lui fallait réapprendre à respirer sans l'ombre de sa présence, sans les souvenirs de ses gestes, sans l'empreinte de ses silences. Mais ce détachement apparent n'était qu'une façade. Chaque pièce de la maison lui rappelait un moment partagé. Chaque outil qu'il avait réparé, chaque objet déplacé, chaque amélioration faite portait sa marque. Elle n'avait jamais connu une absence aussi tangible. Et malgré sa volonté de tourner la page, une part d'elle restait accrochée à ce qu'ils avaient construit ensemble, aussi fragile que cela ait été. Un matin, alors qu'elle attachait les jeunes plants de tomates sous la serre, elle entendit le bruit familier d'un moteur au loin. Un véhicule s'arrêtait près du portail. Elle sortit lentement, s'essuya les mains sur son pantalon et aperçut la silhouette. C'était lui, pas en costume, pas en visiteur pressé. En jeans, chemise roulée aux manches, sac sur l'épaule. Il avança de quelques pas puis s'arrêta. « Je ne viens pas pour rester si tu ne veux pas de moi », dit-il d'emblée. « Je suis venu pour te dire que j'ai tout laissé. Tout. J'ai vendu mes parts, quitté la société. Je n'ai gardé que de quoi vivre simplement. Je veux une vie que je n'aurai pas à fuir. Avec ou sans toi. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait, scrutait chaque mot, chaque mouvement. Il ne trichait pas. Il n'avait pas cette posture défensive ou cette assurance arrogante des hommes qui croient encore pouvoir convaincre par leur seul charisme. Il semblait fatigué, mais apaisé, comme un homme au bout de son propre labyrinthe. « Pourquoi revenir ici ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est le seul endroit où j'ai été vrai, et parce que même si tu ne veux plus de moi, je préfère vivre seul ici, à construire quelque chose de simple que de continuer à prétendre ailleurs. » Elle serra les dents. Son cœur battait à tout rompre. Elle aurait pu le rejeter. Elle aurait eu toutes les raisons de le faire. Il l'avait trompée par omission, avait disparu sans explication. Mais il était revenu, les mains nues, sans exigence, sans attente. Il n'avait rien à lui offrir que lui-même. Et cela suffisait. « Si tu restes, dit-elle enfin, tu vivras comme moi. Pas de chauffeur, pas de plan d'investissement, pas de réunion. Juste le vent, la terre, les bêtes, les factures qu'on paye quand on peut, et les matins qu'on affronte avec ou sans sommeil. Je ne veux rien d'autre, répondit-il. Ils restèrent là, face à face, sans plus de mots. Puis Camille ouvrit le portail. Julien entra sans hâte, posa son sac près du muret, et ensemble, sans cérémonie, ils retournèrent à leurs tâches respectives. Il prit les outils, elle retourna à la serre. Ils n'avaient pas besoin de célébration. Ils avaient choisi de recommencer. Non pas où ils s'étaient arrêtés, mais à un endroit nouveau, dégagé de leurs anciens rôles. Les jours qui suivirent furent sobres. Julien s'installa dans la petite chambre du fond. Il ne tenta pas de s'imposer. Il proposa de réparer la citerne, d'agrandir le potager, de remettre en état le poulailler. Camille le laissa faire. Petit à petit, une routine s'installa, différente de la précédente, plus équilibrée. Ils travaillaient ensemble, mangeaient ensemble, riaient parfois. Il n'y avait plus d'attente, plus de jeu. Simplement deux personnes qui avaient choisi de ne plus mentir ni à l'autre ni à elles-mêmes. Le village, d'abord surpris de le voir revenir, s'habitua à sa présence. Julien ne cherchait pas à plaire. Il saluait poliment, aidait quand il le pouvait, ne répondait pas aux curieux. Certains anciens commencèrent à l'accepter. D'autres restaient méfiants. Mais Camille ne se souciait plus de l'opinion publique. Elle avait vécu bien trop longtemps selon les normes des autres. Maintenant, elle décidait seule de ce qui entrait ou non dans sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors, sur le banc restauré sous le vieux chêne, Camille dit « Tu sais que je ne t'ai pas pardonné. Pas encore. » Julien hocha la tête. « Je ne te demande pas de le faire. Je veux seulement que tu ne me fermes pas la porte. » Elle le regarda, puis leva les yeux vers le ciel clair. Elle n'avait pas toutes les réponses. Mais elle savait une chose. Parfois, les secondes chances ne viennent pas en fanfare. Elles arrivent discrètement, dans la fatigue partagée, le pain pétri à deux mains, le silence respecté. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Les semaines qui suivirent le retour de Julien furent marquées par un rythme lent mais solide. Camille et lui ne parlaient presque jamais de l'avant, de tout ce qui avait précédé sa réapparition à la grille de la ferme. Ce n'était ni un déni ni un oubli volontaire. Ils n'avaient simplement plus besoin d'en parler. Ce qui les liait désormais se construisait non sur des promesses, mais sur des gestes. La confiance brisée puis hésitante renaissait à travers des actes concrets dans la terre retournée, le bois cloué, les repas partagés sans discours. Julien s'était totalement adapté à cette nouvelle vie. Il n'évoquait plus Paris,
ni ses anciennes fonctions, ni même les gens de ce monde-là. Il s'était intégré au quotidien de la ferme, avec une aisance qui, parfois, surprenait Camille elle-même. Il réparait la clôture des brebis avant même qu'elles ne lui demandent, arrosait les légumes à l'aube et connaissait maintenant l'ordre exact dans lequel les outils de la remise devaient être rangés. Il avait appris à ne pas gaspiller l'eau, à reconnaître l'odeur de la pluie avant qu'elle ne tombe, à distinguer les cris d'alerte d'une poule de ceux d'un simple caprice. Camille observait tout cela sans dire un mot, mais avec une attention précise. Elle avait longtemps cru que personne ne pourrait jamais la comprendre dans ce qu'elle avait de plus enraciné. Son attachement à cette terre, non pas comme une passion romantique, mais comme un devoir viscéral, une fidélité sans phare. Julien ne lui avait pas déclaré son amour une seconde fois. Il ne lui avait pas demandé de statut, ni défini leur lien. Et c'est justement dans cette discrétion qu'il avait gagné sa place. Ils avaient entamé ensemble des rénovations que Camille n'aurait jamais pu entreprendre seule, non pas par manque de volonté, mais par manque de force. La vieille grange qui menaçait de s'effondrer fut consolidée. Ils y installèrent une pièce de stockage mieux isolée, où les récoltes pourraient désormais être conservées plus longtemps. Le toit de la maison, qui fuyait chaque hiver, fut enfin réparé définitivement. Julien grimpa sur l'échelle jour après jour, ne se plaignant jamais du vent ni des ardoises glissantes. Ils décidèrent également d'agrandir le potager, non pas pour vendre davantage, mais pour être autonomes. Camille souriait parfois, en silence, en le voyant tracer des lignes parfaites à l'aide d'une corde tendue entre deux piquets. L'homme qui autrefois signait des contrats de plusieurs millions d'euros passait désormais ses journées à retirer les cailloux d'un futur rang de pommes de terre. Il n'en tirait aucune fierté excessive. Il faisait les choses parce qu'elles devaient être faites. Au village, les langues s'étaient tues avec le temps. La curiosité s'était estompée. Julien était devenu une figure discrète, polie, serviable. Il réparait les toits, aidait à charger les récoltes, donnait un coup de main à la poste les jours de marché. Les enfants le saluaient d'un signe de la main. Les anciens l'appelaient désormais le Parisien repenti, avec un mélange d'humour et de respect. Il ne cherchait pas à convaincre qui que ce soit. Il était là simplement et cela suffisait. Camille, de son côté, avait retrouvé un rythme intérieur qu'elle croyait perdu. Le stress des années précédentes, les angoisses liées aux dettes, à la solitude, aux saisons mauvaises, avaient peu à peu reculé. Elle n'avait pas cessé de se battre, mais elle n'était plus seule dans ce combat. Et c'était cela, la grande différence. Elle n'avait pas changé de vie. Elle l'avait ouverte à quelqu'un d'autre, non pas pour qu'on la lui reprenne, mais pour qu'on la partage. Les soirs d'automne, il s'asseyait souvent sur le banc en pierre, près du champ de lavande. Il n'y avait plus de mots inutiles, plus de silence lourd. Il y avait une paix rare faite de fatigue bien méritée, de satisfaction discrète, de projets modestes. Julien proposait parfois des idées nouvelles, accueillir des visiteurs, faire des confitures à vendre, restaurer l'ancienne cave à vin. Camille écoutait, opinait, réfléchissait. Elle n'avait plus peur de dire non, et il n'insistait jamais. Un jour, alors qu'ils déblayaient ensemble une partie du terrain que les ronces avaient envahi depuis des années, Camille s'arrêta, une brouette pleine de branches devant elle, et dit simplement « Tu n'es plus un invité ici. Tu n'es plus non plus un étranger. » Julien leva les yeux vers elle, surpris. Il ne répondit pas tout de suite. « Alors je suis quoi ?» Elle haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. Un homme qui sait tenir une pelle et respecter le silence. Et c'est plus que ce que j'ai jamais demandé à personne. Il éclata de rire. Un rire franc, libérateur, comme ceux qu'on oublie dans les années de responsabilité et qu'on retrouve quand la vie redevient juste une succession de gestes sincères. Camille le regarda quelques secondes, puis reprit son travail. Ils continuèrent ainsi, côte à côte, sans que rien ne doive être expliqué. La ferme, petit à petit, reprenait vie. Non pas comme un projet économique, ni comme un décor de magazine rural, mais comme un lieu réel, fonctionnel, habité. Les champs donnaient mieux, les bêtes semblaient plus calmes, le potager débordait de légumes, et le plus surprenant, c'étaient les visites. Des curieux, des familles, des habitants d'autres villages venaient demander conseil, acheter quelques produits, parfois juste prendre un café. Camille, qui avait toujours tenu les autres à distance, apprenait à les accueillir, sans perdre son espace, sans céder à la superficialité. Ce renouveau ne tenait pas à une transformation spectaculaire. Il reposait sur la cohérence, sur la constance, sur deux personnes
qui avaient décidé, chacune à leur manière, de faire un pas vers l'autre. Pas pour se sauver mutuellement, mais pour marcher ensemble. Sans promesses grandiloquentes, sans projection lointaine, simplement en construisant chaque jour une réalité commune. Et c'est dans cette modestie, dans cette rigueur sans éclat, que leur lien trouva sa force. Camille ne cherchait plus à définir ce qu'ils étaient. Julien n'avait plus besoin d'un titre pour exister à ses côtés. Il n'y avait pas de demande, pas de revendication. Il y avait deux volontés qui s'alignaient, chaque jour un peu plus. Deux solitudes qui n'avaient pas cherché à se consoler, mais à s'appuyer l'une sur l'autre, le dos au vent, les mains dans la terre. L'été était revenu sur la Provence avec une lenteur douce, enveloppante, comme si la nature elle-même cherchait à caresser ce qui avait été reconstruit. Les champs de lavande s'étaient couverts de violets. Les abeilles bourdonnaient au-dessus des rangs soignés, et l'air, chargé de chaleur et d'odeur, vibrait d'une paix que Camille n'avait plus connue depuis l'enfance. Le soleil se levait tôt, puissant, et les journées s'étiraient dans un cycle exigeant mais régulier, presque rassurant. La ferme avait désormais retrouvé un équilibre solide. Elle ne brillait pas par sa modernité, ni par son rendement, mais par sa cohérence. Chaque pierre, chaque outil, chaque recoin portait la trace d'un travail fait à deux, dans le silence ou dans l'effort. Les rénovations s'étaient achevées sans empressement. Une nouvelle toiture sur l'écurie, un système d'irrigation rudimentaire mais efficace, une chambre d'amis pour les rares visiteurs qui passaient la nuit. La maison n'était pas devenue plus grande, mais elle s'était remplie autrement. Camille et Julien vivaient côte à côte sans jamais s'imposer. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de grande déclaration. Le lien qui les unissait s'était inscrit dans la terre même, dans le pain partagé le matin, dans les regards échangés lors des pauses sous le figuier. Ils n'avaient jamais parlé d'avenir. Ce mot, trop souvent galvaudé, ne leur appartenait plus. Ce qu'ils bâtissaient, c'était le présent, solide, ancré, tangible. Le village avait cessé de s'interroger sur eux. Le temps avait dissipé les soupçons, effacé les restes de scandale. Julien n'était plus le revenant, il était devenu le gars de la ferme Laurent. Les gens lui parlaient naturellement, lui demandaient conseil pour réparer un outil ou l'invitaient à un déjeuner sans prétention. Camille, elle, s'était réconciliée avec le monde à sa manière, sans effusion, mais avec une ouverture lente, sincère. Elle ne souriait pas plus qu'avant, mais ses silences n'étaient plus des barrières. Un matin, ils se levèrent tôt pour aller inspecter les cultures. Le soleil n'avait pas encore percé la brume légère. Ils marchaient côte à côte, leurs pas rythmés par l'habitude. Ils ne parlaient pas, mais tout en eux disaient leur accord, leurs gestes, leur rythme, la façon dont Julien posait une main légère dans le bas du dos de Camille lorsqu'un chemin devenait glissant. Rien n'était exagéré, rien n'était mis en scène. C'était une proximité sans spectacle, forgée dans le réel. Ce jour-là, après le travail, ils déjeunèrent simplement sur la terrasse, à l'ombre. Camille préparait des légumes rôtis, Julien pétrissait du pain. Le silence entre eux n'avait rien de gênant. C'était un langage en soi. À un moment, elle s'arrêta, essuya ses mains et le regarda. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle. Julien ne chercha pas à comprendre le sens précis de la question. Il comprit. Il hocha doucement la tête. « Non, rien de ce qui m'a amené ici. » Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Les mots étaient rares, mais essentiels. L'après-midi, ils partirent ensemble vers la colline aux lavandes. Ce lieu, qui avait été le décor de leur toute première rencontre indirecte, était devenu un espace de respiration. Ils s'y rendaient souvent, parfois seuls, parfois ensemble. Ce jour-là, ils décidèrent de s'y rendre à pied, marchant lentement le long des murets de pierres sèches, longeant les figuiers sauvages. Arrivés en haut, ils s'assirent sur un pan de mur effondré. Le soleil, déjà haut, projetait sur la vallée une lumière franche. Devant eux, l'immensité tranquille des champs, les lignes parfaites des lavandes, la ferme en contrebas, minuscule mais debout. Camille posa sa main sur celle de Julien. Aucun mot ne fut prononcé. Ils restèrent là, un long moment, à contempler ce paysage qu'ils avaient appris à aimer ensemble, non pour ce qu'il promettait, mais pour ce qu'il était. Le vent chaud passait sur leurs visages. Le silence entre eux ne portait plus de poids. Il était rempli de tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient à traverser. Il disait la confiance retrouvée, la stabilité sans artifice, la vie reconstruite loin du bruit du monde. Ce silence-là n'avait pas besoin d'être rompu. Il suffisait. Lorsque le soleil commença à descendre vers l'horizon,
Ils reprirent lentement le chemin du retour. Aucun besoin de se presser. Le travail les attendait encore, les bêtes, les récoltes à rentrer, les outils à ranger. Mais ils avaient appris à ne plus courir. La ferme n'était plus une lutte quotidienne, mais un lieu de vie, un terrain d'entente, une fondation. Camille ne s'était jamais considérée comme une femme romantique. Elle n'avait jamais cru aux grandes histoires, encore moins à celles qui viennent réparer ce que la vie a cassé. Mais ce qu'elle avait trouvé là, avec Julien, n'était pas une réparation. C'était une construction. Pas un conte, mais une architecture. Un choix répété chaque jour entre deux personnes qui avaient renoncé à fuir, à dissimuler, à paraître. Quand la nuit tomba, ils dînèrent dehors, sous les guirlandes de lumière que Julien avait installées un mois plus tôt. Le repas fut simple, comme toujours. Après avoir débarrassé, ils restèrent assis. Pas de projet, pas de récit, juste eux, les étoiles au-dessus, le bois qui crépitait dans le poêle de jardin. Et ce silence-là encore inébranlable. Car parfois, ce qu'on ne dit pas est la plus belle forme d'accord. Ils ne se dirent pas « je t'aime », ils ne se promirent rien. Mais dans ce soir d'été, au cœur de cette ferme qui avait failli tout perdre, ils surent tous les deux, sans aucun doute, qu'ils avaient trouvé ce qu'ils ne cherchaient plus. Un lieu, une main, une vie, et que cela leur suffisait.